19h. Place au débat avec Alexandre Taylor. Radio Monaco, spéciale élection nationale 2018. Bonsoir à toutes et à tous, il est tout juste 19h, nous sommes en direct sur Radio Monaco et en direct également sur YouTube, sur notre chaîne pour un événement exceptionnel, une première ici en principauté, le débat entre deux des candidats à l'élection nationale, élection qui va se dérouler dimanche prochain, dimanche 11 février, un débat qui va opposer dans un instant Stéphane Valéry, tête de liste de Primo, Priorité Monaco, à Jean-Louis Grinda, tête de liste Union Monégasque. Merci messieurs d'être présents à nos côtés sur ce plateau. Deux des trois candidats, je le disais, à cette élection, la troisième candidate, Béatrice Fresco-Rolfo, tête de liste Horizon Monaco, a réagi à l'organisation de ce débat sur les réseaux sociaux et elle sera mon invitée sur ce plateau, elle aussi, mercredi matin. Ce soir, en tout cas, je ne suis pas seul. À mes côtés pour mener à bien ce débat, Milena Radoman, rédactrice en chef à l'Observateur de Monaco, et Raphaël Brun, rédacteur en chef de Monaco Hebdo. Merci à vous deux d'être également en direct sur notre plateau avec nous. Alors, on a effectué un tirage au sort pour la première prise de parole. Et c'est vous, Jean-Louis Grinda, qui avez été désigné pour prendre la parole en premier. Jean-Louis Grinda, Union Monégasque, c'est à vous. Eh bien, c'est à moi et c'est avec beaucoup d'émotion que je commence. Je salue M. Valéry qui a accepté ce débat. J'en profite pour rappeler que depuis le mois d'octobre, début octobre, j'insiste pour avoir un débat car il me semblait important que les électeurs de la principauté puissent se déterminer sur des éléments concrets comme bien évidemment les programmes qui ont été envoyés, mais également les éléments humains. Et je pense qu'au cours d'un débat, on peut voir la vérité des sentiments, la vérité de ce que l'on pense. Et les Monégasques peuvent se faire une idée de qui ils ont en face d'eux. Alors bien évidemment, je suis très heureux et très fier de pouvoir défendre notre programme, celui d'Union Monégasque, qui est porté par 23 autres personnes que moi. Et j'espère ce soir leur faire honneur, mais également convaincre les Monégasques qu'il faut nous suivre. Merci beaucoup Jean-Louis Grinda. Je donne à présent la parole à votre adversaire du soir, Stéphane Valéry, Primo Monaco, c'est à vous. Oui, bonsoir et merci. Merci d'abord à Radio Monaco de nous accueillir dans ce studio et de nous permettre justement d'organiser ce débat. Merci aussi à l'Observateur de Monaco et à Monaco Hebdo d'avoir accepté d'animer ce débat. Sans vous, il n'aurait pas lieu. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je pense que c'est un moment attendu. C'est une première dans l'histoire politique de la Principauté. Je remercie aussi Jean-Louis Grinda d'avoir accepté de débattre avec moi. Je regrette que Madame Fresco n'ait pas accepté de débattre avec moi. Elle sera là mercredi pour s'expliquer. Oui, mais elle ne sera pas là pour les échanges que nous aurions pu avoir, projet contre projet. Je crois qu'il n'y a rien de plus équitable qu'un débat projet contre projet où chaque personne a l'égalité du temps de parole, comme ce soir. Et donc, je regrette que le gouvernement n'ait pas prévu, quand il a sorti son arrêté ministériel pour les émissions télévisées donc de la campagne, qu'il n'ait pas prévu d'organiser ce débat. Et je m'engage avec mon équipe de Priorité Monaco, si nous sommes majoritaires au Conseil national, très rapidement à demander au gouvernement de mettre en place les conditions réglementaires du débat des élections de 2023 pour qu'il soit organisé avec tous les candidats et qu'il soit diffusé sur Monaco Info, car même si nous sommes très heureux d'être là, je regrette que les téléspectateurs de Monaco Info soient privés de cet échange. Merci beaucoup Stéphane Valéry. Je rappelle messieurs les règles de ce débat. Un temps de parole identique que vous pourrez suivre. Vous aussi, vous qui nous regardez sur YouTube, vous retrouvez le timer là juste dans le coin gauche de vos écrans. On a 6 thèmes à aborder. Messieurs, ce soir, on va essayer de les faire tous et dans l'ordre si possible. Logement, l'Europe, les questions de société, la SBM, la fonction publique et le rôle du Conseil national, les institutions en général. On va commencer sans plus attendre par la première thématique ce soir qui nous attend. Il s'agit du logement, évidemment l'une des priorités pour les Monégasques qui restent de pouvoir se loger dans leur pays. Les réserves foncières manquent dans un territoire de 2 km². C'est à vous, Milena Radoman, si vous le souhaitez. Alors justement, le logement reste un thème fort de cette campagne. Monsieur Grinda, vous proposez une solution assez innovante. Vous proposez de délocaliser le stade Louis II en France, voire en mer, avec une nouvelle extension, pour construire justement des logements pour 2 générations. Est-ce que c'est vraiment réaliste comme solution? Certains disent que c'est complètement utopique. Oui, mon adversaire de ce soir, qui n'est pas mon adversaire, qui est mon concurrent,
a même qualifié cette proposition de loufoque. Donc, je lui laisse cet adjectif et j'aimerais faire un petit historique du sujet. Premièrement, cette proposition a déjà existé il y a plus d'une dizaine d'années, portée par le ministre d'État, M. Proust, auquel je crois que l'adjectif loufoque ne convient pas vraiment. Tout le monde sera d'accord avec moi. Ensuite, il y a quelques mois, le gouvernement est venu vers nous avec une proposition de rénovation du stade pour un montant total de 240 millions d'euros. 240 millions d'euros, c'est-à-dire plus cher que le nouveau stade de Nice. Ça fait quand même réfléchir. Ça fait d'ailleurs réfléchir tous les conseillers nationaux, toutes tendances confondues. Parallèlement, une étude de l'INSEE nous a appris, très sérieux cette étude, que nous allions être 15 000 monégasques en 2070. Donc, en gros, nous allions croître de 1000 en 1000 assez rapidement. Nous sommes aujourd'hui 9 000. Et là se pose véritablement une question qui dépasse la pénurie des 200 logements. Monsieur Valéry dira qu'il manque davantage de logements, mais au-delà de ces chiffres-là, il manque énormément de logements. Donc, en réfléchissant à toutes ces données ensemble, les unes avec les autres, je me suis dit, avec mes collègues d'Union monégasque, que nous pourrions réfléchir à la délocalisation du stade. Alors, délocalisation dans une commune limitrophe, je rappelle qu'il n'y a pas une ville au monde qui construise ou qui conserve un stade en son centre-ville, même si on peut être très heureux d'avoir le stade Louis II, bien évidemment. Délocalisation en mer, ce projet a existé et il permettrait, selon moi, d'être exemplaire avec un acte architectural fort qui pourrait être l'emblème de la principauté pour les 100 prochaines années. Je crois que plutôt que de s'imaginer des solutions, non pas la petite semaine, mais réduites, avec des résultats marginaux, je pense qu'il faut penser grand. Il faut voir grand et il est temps de voir grand. Il y a une urgence, je crois que nous partageons avec M. Valéry ce sentiment, mais moi je pense très sérieusement qu'entre garder un stade au centre-ville et construire 1000 logements pour nos enfants et nos petits-enfants, cette idée n'est pas loufoque, elle est intéressante et on doit au moins y réfléchir. Et si, au-delà, je conclurai, et si au-delà, on nous explique que délocaliser le stade ou le faire en mer n'est pas une bonne solution, alors réfléchissons tout de suite à une extension en mer uniquement réservée aux nationaux, aux monégasques, avec du domanial, et on aura ainsi tous gagné la partie. Alors, Monsieur Valéry, vous avez justement traité de cette solution de loufoque, et vous proposez un plan de construction de plusieurs centaines de logements, et on peut également se demander si c'est crédible. Oui, c'est un sujet intéressant, car on voit bien la différence d'approche de la politique entre M. Grinda et moi-même. M. Grinda a un grand talent oratoire, c'est un grand metteur en scène d'opéra. Il a cherché dans cette campagne des coups médiatiques. Il a cherché à faire le buzz avec ce type de déclaration. La politique, pour moi, ça se travaille, ça se prépare. Il faut être bien responsable des déclarations que l'on fait. Il faut bien peser avant de chercher le buzz, justement, d'avoir le sens des responsabilités des propositions que l'on fait. Il n'y a pas une seule commune française, évidemment, qui a 5 ou 6 hectares et qui les mettrait près de Monaco à disposition de la principauté. Quant à une extension en mer, alors je préférerais qu'on en fasse une pour les monégasques, évidemment, et pas pour un stade. Dans ce cas-là, alors autant mettre, évidemment, les monégasques devant et le stade derrière. Mais donc oui, nous avons par contre un plan global de 6 mesures complémentaires, étudiées, réfléchies, réalistes, qui tout ensemble permettront de régler la pénurie du logement en principauté. Nous sommes la seule liste qui fera du logement la priorité nationale absolue. Nous avons repéré les terrains. Il y en a un certain nombre qui sont disponibles. Il faut de la volonté politique. M. Grinda me dit que je mens aux monégasques quand je dis qu'il faut construire des logements sur l'esplanade des pêcheurs, car, dit-il, ce n'est pas prévu par le projet du gouvernement. Eh bien, voyez-vous, là aussi, c'est très différent. Nous avons une approche très différente du rôle du Conseil national. Moi, je ne suis pas pour un Conseil national qui adopte simplement les décisions du gouvernement. Je suis dans l'esprit des institutions. Le Conseil national est un partenaire. Je suis dans la recherche du pas vers l'autre, comme le dit le prince souverain. Et si nous sommes élus, oui, l'esplanade des pêcheurs, nous ne la voterons pas s'il n'y a pas des logements pour les monégasques à côté d'un musée. Donc, nous avons repéré des terrains. Nous sommes les seuls à avoir des propositions concrètes dans le secteur privé. Nous voulons que chaque fois qu'une surdensification soit accordée à un promoteur, au lieu de prendre de l'argent
l'État négocie des appartements, car nous en avons plus besoin que d'augmenter toujours le fonds de réserve. Encore une différence que j'ai avec M. Granda. Je préfère satisfaire les besoins des Monégasques avec mon équipe plutôt que d'augmenter toujours plus le bas de laine, qui au fond est déjà très conséquent à Monaco. Donc nous aurons des appartements dans tous les immeubles qui se construisent dans Monaco. Nous reconstruirons, autre proposition, le secteur protégé en imposant de le reconstruire avec des appartements qui seront dans la même dimension, dans le même nombre, reconstruits pour être loués à des loyers modérés que ceux qui ont été détruits, ce qui n'empêchera pas les promoteurs d'avoir évidemment des appartements en étage élevé et les propriétaires de retrouver leurs droits de propriété. Monsieur Grindas, sur le secteur protégé, justement, vous avez des propositions ? Mais écoutez, moi je suis toujours très étonné d'entendre M. Valéry parler de moi comme le directeur de l'opéra, comme un metteur en scène de talent, et parfois vous faites parler même vos colistiers de moi comme d'un intermittent du spectacle. M. Valéry, tout ceci ne tient pas la route. Je suis quelqu'un comme vous, je suis comme tous les gens d'ailleurs qui nous regardent ce soir, je suis quelqu'un qui a un métier et qui s'intéresse à la chose publique, et en plus je suis un élu sortant. Donc je veux bien que vous me traitiez d'amateur, et je concède bien volontiers que vous avez une grande expérience, parce que moi ça ne fait pas 30 ans que je fais ça. Vous, ça fait 30 ans. Et vous êtes d'ailleurs un homme des solutions passées. Je le démontrerai au cours de cet entretien. Mais là, ce moment-là du débat n'est pas encore arrivé. Vous me dites, par exemple, l'esplanade des pêcheurs, nous allons l'obtenir. Mais écoutez, j'attends de voir. Moi, j'ai vu le projet comme tout le monde, qui économiquement ne comprend rien. Je dis bien rien, mais vous allez nous démontrer l'inverse. Et certainement avec le promoteur, vous allez réussir une opération gigantesque pour le domanial. Je n'y crois pas, parce que l'emplacement lui-même est assez restreint, vous en conviendrez vous-même. Vous avez parlé également de faire du domanial au-dessus du centre commercial de Fontvieille. Je ne doute pas que vous ayez cette volonté. Vous allez nous expliquer ce que deviennent les jardins de l'UNESCO, ce que deviennent les villas qui sont derrière, occupées toutes par des monégasques, bien évidemment, parce que là, c'est du domanial. Et en plus, vous me direz d'où vient cette idée de laquelle vous êtes au courant, alors que nous, conseillers nationaux, nous ne le sommes pas. Je rappelle à tout le monde, d'ailleurs, que j'avais interpellé en décembre dernier le gouvernement à ce sujet, et la réponse assez longue et confuse m'a laissé penser que tout le monde n'était pas droit dans ses bottes sur ce sujet-là. Mais voilà, moi je crois que effectivement, il y a une différence de style entre vous et moi. Je l'ai dit, nous ne sommes pas de la même génération, et même si je bénéficie de l'âge, c'est moi le plus âgé des deux, je crois que je suis un tout petit peu plus moderne que vous, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Vous proposez des solutions qui sont sans doute intéressantes, Monsieur Valéry. Je ne les balayerai pas d'un revers de main parce que vous êtes un homme sérieux, mais je dis qu'elles sont insuffisantes. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Granda. Vous avez pris un tout petit peu d'avance. On va aborder... Si vous permettez, je voudrais quand même rappeler que dans les 6 mesures que nous proposons, 5 sont nouvelles. Donc, j'assume d'être un homme d'expérience. J'assume d'être un homme qui a fait ses preuves, que les Monégasques ont réélu en 2008 parce qu'il avait tenu ses engagements, ce que je ferai encore avec mon équipe de Priorité Monaco. Et Monsieur Granda, je tiens à préciser, parce que je sais que ça vous êtes vexé de cette formule, mais nous n'avons parlé que d'intermittents de la politique et du spectacle, car vous m'attaquez systématiquement dans cette campagne électorale sur le fait que moi, je veux me consacrer à temps plein à servir les Monégasques et mon pays, alors que vous voulez cumuler les fonctions de directeur d'opéra, de directeur des Corrigies d'Orange, de metteur en scène international et de président du Conseil national. Alors je me demande bien comment vous trouverez le temps pour recevoir les Monégasques, pour les écouter, mais il est vrai que vous me le reprochez, dans votre programme, il paraît qu'on a transformé le Conseil national après 2003 en bureau d'aide sociale. Eh bien, je le revendique et j'en suis très fier. Les Monégasques, pour moi, ils auront toujours la porte ouverte. Je l'ai fait dans le passé, je le referai. Il est vrai que si vous ne les recevez pas, je comprends mieux qu'on puisse cumuler 4 fonctions en même temps. C'était la réponse à cette attaque intermittente de la politique et du spectacle. Et enfin, sur le centre commercial, excusez-moi, Monsieur Granda, pour vous, c'est peut-être compliqué de penser à faire des logements. Mais pour moi, c'est dans mon ADN, c'est naturel. Donc, quand il y a un grand projet et qu'il y aura un grand projet débattu avec des gros budgets votés par le Conseil national, nous exigerons des logements. Il peut y en avoir, il y en aura. Il n'y a pas besoin de connaître les projets. Il suffit de penser au logement comme moi, comme une priorité. Messieurs, on va évoquer un sujet qui a fait malheureusement la une de l'actualité ces derniers temps. Évidemment, ces problèmes de la construction d'Apolline dans toutes les têtes. Évidemment, comment, messieurs, ne pas reproduire les mêmes erreurs, Jean-Louis Granda? Je crois que tout le monde a à se plaindre de ce qui passait au jardin d'Apolline. Je crois que là, il faut être effectivement très proche des locataires qui vont tous devoir déménager. C'est une opération catastrophique. Là, on est d'accord l'un avec l'autre.
Et nous réclamons avec Union Monégasque, bien évidemment, une commission d'enquête indépendante pour savoir où sont les fautes. Il y a bien évidemment le côté des expertises, les expertises qui doivent être faites. Mais au-delà, il faut connaître les raisons politiques qui ont amené à ce désastre. Car c'est un désastre, on va déplacer 10% de la population monégasque. Là, il faut connaître ses responsabilités. Moi, d'ailleurs, j'interroge M. Valéry, qui était conseiller aux affaires sociales. N'avez-vous rien su vous-même? Ou si vous avez su quelque chose en amont, parce qu'il y a forcément eu des gens qui ont écrit, qui se sont déclarés inquiets d'avoir des fuites de l'eau polluée chez eux. Que s'est-il passé? Expliquez-nous. Apolline, c'est une grave crise de la construction. Il y a eu là des graves dysfonctionnements au niveau des entreprises qui ont construit cet immeuble. Apolline, c'est sans doute aussi une crise du contrôle de ces chantiers publics par l'État. C'est une grave crise aussi de la maîtrise d'ouvrage des architectes, des bureaux d'études qui apparemment ont laissé passer tout cela. Alors, je voudrais par contre défendre l'action des services qui étaient placés sous mon autorité, de la direction de l'action sanitaire, car pour le reste, au niveau de la construction, évidemment, ce n'était pas dans mes responsabilités, tout comme d'ailleurs au niveau des relogements. La DASA, la direction de l'action sanitaire, a systématiquement répondu aux appels quand il y a eu des apparitions de moisissures, de champignons. Elle a demandé, et j'ai relayé ces demandes, à reloger les gens qui étaient dans les appartements les pires, évidemment, qui nécessitaient un relogement. Il est vrai que du côté du relogement et du côté des finances, on n'a pas été aussi vite que ce que nous l'aurions souhaité. Ça, c'est vrai. Et j'ajoute enfin que nous avons mis en place les mesures de contrôle sanitaire qui étaient indispensables avec la DASA. Des relevés ont été faits régulièrement. Tant qu'ils ont été bons, je parle de la qualité de l'eau, évidemment, ils ont été constatés valables. Et à l'instant même où l'eau est devenue, évidemment, dangereuse pour la consommation, c'est mon successeur donc, qui a pu le constater. Aux premières mesures négatives, l'alerte a été donnée. Alors par contre, il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer, et là, nous sommes d'accord avec M. Grenda. On ne peut pas se contenter de dire qu'on continue comme avant. Pour moi, ça pose le problème du choix du moins 10 ans sur les marchés publics. Je crois qu'à vouloir faire trop d'économies dans cette logique comptable, qui est celle qui domine le gouvernement, qui prévaut au gouvernement, et bien finalement, à la fin, ça va coûter beaucoup plus cher. Je crois que c'est 50 millions de reprise du chantier. Et surtout, ça a profondément perturbé gravement la vie de centaines de compatriotes. Donc moi, je pense qu'une des leçons à en tirer, c'est qu'il faudra passer sur les marchés publics au concept du mieux-disant, qui existe dans de nombreux pays, qui fonctionne mieux. C'est plus compliqué. Il s'agit de trouver le meilleur rapport qualité-prix et pas systématiquement de prendre le moins cher. Merci beaucoup Stéphane Valéry. Il est 19h17, vous nous écoutez sur Radio Monaco et vous nous regardez également en direct sur YouTube, sur notre chaîne Radio Monaco officielle. 19h17, on va aborder tout de suite la deuxième thématique de ce débat. Il s'agit de l'Europe, thème très clivant entre vous deux. Et je donne la parole à Raphaël Brun, rédacteur en chef de Monaco Hebdo. Alors effectivement, c'est un thème très clivant. Stéphane Valéry, on vous traite plutôt d'eurosceptique. Mais finalement, qu'est-ce qui vous distingue vraiment? Puisqu'au final, quand on regarde bien les choses en profondeur, on se rend compte que tout le monde veut un accord qui ne change surtout pas le modèle monégasque actuel, qui ne transpose pas le modèle européen et qui respecte les fameuses lignes rouges dont tout le monde parle, notamment avec la priorité d'emploi. Donc qu'est-ce qui vous distingue vraiment sur le fond? D'abord, je voudrais contester la caricature que font de moi mes adversaires. Je ne suis pas un europhobe. J'ai soutenu le prince Régnier III dans sa volonté d'adhérer au Conseil de l'Europe. J'étais le président du Conseil national. J'ai d'ailleurs été remercié à l'époque par le prince Albert, qui était le jour de l'adhésion de Monaco. Je ne veux pas le repli sur Monaco, comme je peux le lire. Je ne veux pas de lignes Maginot autour de la principauté. Au contraire, ce que je veux, c'est que comme nous importons librement tous les produits européens sans rien demander, eh bien, c'est que l'Union européenne ne fasse pas du protectionnisme vis-à-vis des produits monégasques. Alors oui, nous sommes clivants sur ce sujet. M. Granda est un amoureux de l'Union européenne. Il veut se jeter dans les bras de l'Union européenne. C'est son droit. Mais nous ne voulons pas jeter la principauté et les monégasques dans les bras de l'Union européenne. Effectivement, je constate que le modèle social et économique européen est très différent du nôtre, que le nôtre fonctionne très bien, que c'est un modèle qui n'a pas de chômage ou presque pas, le plein emploi est là, qu'il y a des excédents budgétaires, un fonds de réserve, pas de dette publique. Donc, mais je constate aussi que Bruxelles n'accepte pas la discrimination. Donc la priorité nationale,
ça va être très compliqué à la faire accepter pour des gens qui considèrent la priorité nationale comme une discrimination inacceptable. Mais ça fait justement partie des fameuses lignes rouges. Les 4 libertés imposent la libre création d'entreprise, la libre installation. C'est très contraire à l'intérêt de nos compatriotes, des droits des monégasques. Donc ces lignes rouges, tout le monde en parle, mais personne ne les a jamais définies précisément, pour la bonne raison qu'elles sont en train d'être négociées et que le gouvernement les adaptera au fur et à mesure des négociations. C'est pour ça que je dis aux Monégasques qu'il faut voter priorité Monaco, car nous sommes les seuls qui donnent la garantie en euro pragmatique que si, comme je le pense, mais je suis prêt en pragmatique à évoluer dans les mois et les années qui viennent. Si, comme je le pense, il y a beaucoup plus d'inconvénients pour les droits des Monégasques et pour la souveraineté de Monaco à ratifier ce traité, nous ne le ratifierons pas. Si c'est l'inverse, nous le ratifierons. Jean-Louis Grinda, amoureux de l'Europe ? Oui. Écoutez, non, je crois que, encore une fois, le débat gagnerait à sortir des caricatures. Amoureux de l'Europe, europhobe, eurosceptique, tout ce que vous voulez. Moi, je crois que j'ai entendu la fin de l'évocation de M. Valéry. Il est prêt à revenir sur ce qu'il dit, bien évidemment. Il est prêt à revenir sur ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit aujourd'hui, il sait très bien que demain, il devra faire exactement l'inverse si on lui propose quelque chose de cohérent. Et vous l'avez dit vous-même, si on vous propose quelque chose de cohérent. Donc, certes, des lignes rouges ont été définies. J'aimerais faire un petit rappel. D'abord, ce n'est pas la principauté qui a demandé à rentrer en négociation avec l'Union européenne. Il n'a jamais été question d'intégrer l'Union européenne. Il s'agit juste de trouver des dossiers sur lesquels on peut avoir des intérêts communs. Bien évidemment, priorité nationale, liberté d'installation, tout ça doit être intégralement défendu, et ça fait partie des lignes rouges qui ont été à chaque fois évoquées, soit par le souverain, soit par le ministre d'État, qui défend quand même la politique du souverain. Alors moi, je pose une question à Stéphane Valéry, les yeux dans les yeux. Monsieur Valéry, pensez-vous une seconde que le souverain et son gouvernement viendraient vers nous avec un accord qui ne corresponde pas à l'intérêt des Monégasques? Et je vais compléter ma question de la façon suivante. Monsieur Valéry, prétendez-vous vouloir défendre les Monégasques contre la personne du souverain? Voyez-vous, face à un gouvernement, et j'en sais quelque chose pour y avoir passé 7 années dans ce gouvernement, qui est quand même composé de technocrates qui ont qui ont les yeux de chimène pour les technocrates européens, en tout cas pour une partie de ceux qui aujourd'hui négocient ce traité pour Monaco. Je crois qu'il est très important, et ça aussi c'est une différence entre vous et moi, M. Grinda, que le prince souverain ait une information exhaustive, certes de son gouvernement, non élu, choisi par lui, mais aussi des élus du peuple monégasque. Je crois qu'il est important que le prince souverain soit aussi éclairé, et il le sera par le résultat de cette élection, sur ce que souhaite le peuple monégasque. Et je crois qu'on renforce le souverain, on renforce les institutions, quand on a un Conseil national fort, qui a une position politique claire, ce qui n'est plus le cas depuis trop d'années, où il est devenu une simple chambre d'enregistrement des décisions du gouvernement. Je crois que c'est rendre service au prince pour qu'il arbitre de manière éclairée, qu'il puisse effectivement avoir une information à travers les élus de son peuple. Ça signifie que le Conseil national ne jouait plus son rôle sur le mandat passé? Certainement. La parole vous a donnée, Jean-Louis Grinda, vous avez un petit peu de retard. Oui, effectivement, mais je vais essayer de le combler. Oui, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous voulez défendre les Monégasques contre leur souverain? Vous avez l'impression que le premier d'entre nous va nous proposer un accord inacceptable. Je l'ai déjà dit, ceci n'est pas envisageable. En même temps, votre antienne de parler toujours d'un Conseil national fort, c'est d'ailleurs le titre de votre brochure, ça sous-tend derrière tout ça une volonté de repli, d'entre-soi. Comme toujours d'ailleurs, il y a dans les discours un peu autoritaires, il faut affirmer son autoritarisme par un discours identitaire derrière très très fort. Ceci est connu dans toute l'Europe et vous l'appliquez à merveille ici, Monsieur Valéry. C'est votre rôle et je ne vous le conteste pas. Il y a une opposition de style, il y a une opposition également de destin que nous voulons pour notre pays. Car effectivement, nous sommes un peu quand même prisonniers de nos 2 km². Ça, c'est un fait, nous sommes d'accord. Mais ces 2 km², il faut qu'ils restent dans notre tête. Nous devons voir plus loin, il faut voir grand. Et pour voir grand, nous ne pouvons pas nous passer de discuter avec 500 millions de personnes autour de nous. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi. Et je vous donne ma parole ici présent, que si nous devions nous battre si jamais nous devions nous retrouver, par exemple, sur le fait qu'une des libertés
de notre pays, de pouvoir s'installer, par exemple, pour la défense des monégasques, que la priorité nationale a été mise en cause, je serai à vos côtés, vous seriez à mon côté pour la défendre sans aucun doute. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas nous priver d'une discussion. Je rappelle que c'est nous, Union monégasque, qui avons obtenu que le négociateur soit monégasque. Parce que quand vous étiez au gouvernement, et j'y reviendrai tout à l'heure, quand vous étiez au gouvernement, M. Valéry, c'était M. Michel Roger qui avait trusté, conservé ce débat par devers lui. Et d'ailleurs, M. Badias en était fait l'écho auprès de moi. Nous nous sommes battus avec mes colistiers d'Union monégasque pour que celui qui parle de notre avenir soit monégasque. L'inverse serait absolument aberrant, car un Français, même s'il a prêté serment au souverain, et même s'il n'y a aucun doute sur son honnêteté, n'aura pas ses enfants et ses petits-enfants ici. Donc il fallait que ce soit un compatriote qui nous défende. Ça, nous l'avons obtenu. Et ce compatriote aujourd'hui, que vous appelez technocrate, enfin, moi je suis un peu étonné de vous entendre parler de vos anciens collègues du gouvernement. Vous en parlez comme si c'était une pénitence, comme si ces gens étaient... après tout, des gens froids, sans cœur, sans considération pour les monégasques. Mais pourquoi êtes-vous resté 7 ans ? D'abord, un Conseil national fort, Monsieur Granda, c'est l'esprit de nos institutions, à côté d'un gouvernement fort. Parce que pour faire le pas vers l'autre, encore faut-il que les deux partenaires, effectivement, sachent ce qu'ils veulent et défendent leurs opinions. Il ne vous aura pas échappé que j'ai démissionné du gouvernement et je me suis expliqué devant les monégasques parce que j'avais un certain nombre de désaccords. Sur l'extension en mer, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Sur le logement, on en a déjà parlé. Sur l'Europe, on est en train d'en parler, mais on va parler sûrement d'autres sujets comme la qualité de vie, la SBM ou la retraite des fonctionnaires. Donc moi, j'ai pris mes responsabilités. Vous faites campagne en étant toujours directeur de l'Opéra. Moi, je n'ai plus de salaire public et moi, j'ai démissionné. Donc je pense que ça mérite quand même aussi de le dire. Et je voudrais rappeler quand même la position publique du négociateur en chef de l'Union européenne, qui a déclaré dans une émission que vous connaissez, les 4 libertés ne sont pas négociables. Les monégasques devront les accepter, peut-être par étapes, mais ils devront les accepter. Donc je dis oui, je serai avec ma majorité, si nous gagnons cette élection, priorité Monaco, très vigilant, très prudent, et défenseur des droits des monégasques sur cette question. Il est 19h26, on va poursuivre parce qu'on a 6 thèmes à aborder. On va tout de suite aborder celui de la société, les questions de société. On débute avec vous, Milena Radoman. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à l'Observateur de Monaco. L'épineux débat de la dépénalisation de l'avortement. Ce qui vous distingue aussi dans cette campagne, ce sont vos positions respectives sur la dépénalisation de l'avortement. Alors Jean-Louis Grinda, vous êtes résolument pour, vous l'avez dit à de maintes reprises, mais est-ce si facile que cela de légiférer sur cette question dans un État concordataire ? Écoutez, si c'était facile, où serait le mérite ? Si on ne faisait que des choses faciles dans la vie, je crois que tout le monde serait très content, mais bon, nous sommes des gens sérieux et nous avons envie d'aller de l'avant. C'est une question symbolique. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2018. Il faut tout simplement sortir de cette hypocrisie. Bien évidemment, je ne crois pas que quiconque ait été poursuivi en principauté pénalement pour des faits d'IVG, bien évidemment, mais je crois qu'un État moderne comme le nôtre ne peut plus se permettre d'avoir ce genre de lois qui sont complètement dépassées et qui donnent un très mauvais signal sur ce que nous sommes vraiment. Nous sommes un État ouvert, nous sommes des gens humanistes, je crois que tous les gens qui nous entourent le sont, généreux. Cet État est généreux, il le montre avec les compatriotes et avec les résidents. Je crois que ce signal est très important à donner. Je suis, moi, en opposition tout à fait avec vous. J'étais très étonné, d'ailleurs, M. Valéry, que vous soyez contre cette proposition qui me semble être une proposition moderne et de bon sens. Vous avez déclaré, de mémoire, et pardonnez-moi si je ne vous cite pas bien, que ça ne vous poserait pas de problème de continuer à envisager que les jeunes filles ou les jeunes femmes monégasques aillent se faire traiter à l'extérieur. C'était dit entre guillemets dans la presse, donc je pense que c'était une citation de vous-même, démentez-moi peut-être. Et vous dites également que vous ne voulez pas gêner la personne du prince, ça vous l'avez dit, en posant un problème clivant pour les monégasques. Mais je crois au contraire qu'on va l'aider, le souverain, en disant clairement ce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus aujourd'hui que les jeunes femmes aillent à l'extérieur pour pratiquer un acte douloureux, parce que ça ressemble un peu à une double peine. Alors, Monsieur Valéry, vous avez vraiment déclaré justement que si on était à 300 km... ça serait normal de penser à légiférer sur cette question, mais là, que les femmes peuvent éventuellement aller à Nice ou à Menton pour aller avorter, et que ce sujet pouvait mettre effectivement en difficulté le prince. Vous démentez ?
Est-ce que vous pensez que c'est tellement compliqué, est-ce que c'est tellement tabou à Monaco de légiférer sur cette question qu'est l'avortement? D'abord, je voudrais quand même rappeler, les Monégasques ont de la mémoire, que parmi les élus, je suis celui qui a fait le plus pour l'avancée des droits des femmes dans ce pays. Monsieur Grinda en parle en campagne électorale. Moi, j'ai déjà, avec Michel Mauroux, il y a, dans la fin des années 90, fait avancer les droits des femmes pour la transmission et l'égalité dans la transmission de la nationalité à leurs enfants. Puis avec Catherine Fautrier, nous avons créé la Commission des droits de la femme. Nous avons obtenu l'interruption médicale de grossesse qui était loin d'être acquis. Donc, je pense avoir fait mes preuves en ce domaine. Si vous voulez, on caricature mes propos et donc je tiens, mes adversaires, c'est le jeu des campagnes électorales, je tiens à les préciser. Ce que j'ai voulu dire, c'est que M. Grinda veut introduire ce débat en période électorale. Moi, je trouve que le respect que l'on doit aux femmes qui sont en souffrance mérite mieux que quelques envolées électoralistes à quelques jours des élections. Alors, j'ai regardé depuis 5 ans vos interventions au Conseil national, M. Grinda, pas une fois, vous avez soulevé le problème de l'IVG pendant votre mandat. Vous n'avez même pas signé la proposition de loi bien tardive de M. Elena d'octobre 2017, qui est tout seul à avoir signé cette proposition. Et vous nous sortez maintenant, dans la passion des élections, bien évidemment en étant totalement désintéressé sur le plan électoral, vous nous sortez cela. Moi, je voudrais citer une grande dame pour qui j'ai beaucoup d'estime, Madame Simone Veil, qui a dit que chaque fois qu'une femme avorte, et ce sera toujours un drame pour elle. Alors je crois qu'elle mérite mieux que d'aborder avec passion, sans réfléchir, le problème de l'IVG à Monaco. Et il n'y a pas, comme dans les années 70 en France, au moment du débat français que vous voulez importer maintenant à Monaco, il n'y a pas, heureusement, de femmes qui souffrent sur le territoire. Aujourd'hui, rappelez-vous la France de cette époque. C'était des avortements clandestins, c'était des mutilations, c'était des morts. Dieu merci, il n'y a rien de cela. Aujourd'hui, les femmes monégasques ne vivent pas cela. Donc je dis, Monsieur Grinda, article 9 de la Constitution, vous prétendez que le prince est le patron. Vous nous avez d'ailleurs d'abord proposé l'amendement budgétaire avant de vous rétracter, puisque le prince vous a dit qu'il ne voulait pas changer la Constitution. Vous avez mangé votre chapeau. Et là, article 9, la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État. Donc vous proposez un changement de la Constitution, car on ne peut pas légaliser sans changer la Constitution. En résumé, il y aura donc un débat au Conseil national, je m'y engage, puisqu'il y a une proposition de loi, et je termine, mais il faudra aussi demander l'avis du prince souverain, car effectivement, changer la Constitution nécessite son accord. Bien. Alors, merci de me laisser la parole, Monsieur Valéry, parce que d'habitude, c'est moi qui suis bavard. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon maître et je m'incline. Donc, mais nous aurons le même temps de parole à la fin. Je l'espère. Donc, effectivement, le prince, c'est le patron, et je crois que tout le monde est d'accord autour de cette table pour l'affirmer. C'est un débat de fond, effectivement, et je trouve étonnant la violence avec laquelle vous l'abordez. Je vous avoue que je ne vous comprends pas. Votre réaction est violente, elle est disproportionnée. C'est un sujet de société. Je crois qu'on pourrait tous s'entendre tranquillement autour de quelque chose qui va dans le sens de l'histoire et qui même est une histoire de bon sens. Je crois que vraiment ça ne mérite... Votre position est tellement caricaturale que je ne vois même pas comment insister dans ma réponse là-dessus. Je suis effectivement pour cette dépénalisation. Je voudrais vous donner une petite précision. Nous n'avons pas souhaité signer la proposition de M. Elena alors qu'il nous l'a proposée parce que c'était une proposition de renaissance et que je trouvais beaucoup plus fair-play qu'il la porte seul car c'était son projet avec ses collègues. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai, M. Valéry, vous avez raison que dans un mandat de 5 ans, et surtout quand on n'est pas, comme vous, un homme professionnel politique, eh bien, on apprend beaucoup de choses et on classifie son travail et on progresse. Bien évidemment, en 5 ans, j'ai progressé. Vous, votre premier mandat, c'était une chose. Le deuxième était certainement plus performant, etc. Je crois que c'est comme ça. Mais ne me retirez pas le droit d'affirmer des choses que je pense. On est en campagne électorale, on doit poser ce genre de questions et ce sont des questions très importantes. Importantes pour l'image de notre pays, pour la modernité qu'il véhicule. Ça me semble vraiment fondamental. Votre réponse me consterne et montre à quel point vous êtes un homme du passé. Vous faites allusion à des choses, vraiment, je ne comprends même pas comment, en campagne électorale, un homme responsable peut dire ce que vous dites là. Franchement, c'est déprimant. Là n'est pas la question. On va poursuivre un peu plus loin parce qu'il n'y a pas que la question sociétale, il n'y a pas que ça. Il y a également la question du chef de foyer. Et ça, vous ne pourrez pas me dire, M. Valéry, que nous n'avons pas parlé.
Non, je voudrais terminer sur ce sujet en disant qu'au contraire, je souhaite un débat dépassionné. Ce débat est légitime. Il y a des monégasques qui sont pour et d'autres qui sont contre. Ça touche à la conscience de chacun. Il y aura lieu, si je suis président du Conseil national, je m'y engage. Donc il y a un débat, il y aura une proposition de loi qui sera débattue. Et effectivement, Monsieur Grinda, je répète qu'on ne peut pas changer la Constitution sans la volonté et l'accord du prince. Donc je poserai aussi la question au souverain avant de m'engager dans cette voie. Oui, enfin, vous la poserez si vous êtes élu. À vous, apparemment, vous avez déjà la réponse, sans l'avoir posée, la question. Vous abordiez la notion de chef de foyer. Vous avez trouvé un terrain d'entente justement sur cette question-là, puisque vous prônez l'égalité homme-femme. Je crois que également, c'est une question qui a été débattue à nombreuses reprises ces dernières années au Conseil national. On en a parlé plusieurs fois. Cette discrimination qui est faite aux femmes monégasques qui ne peuvent pas choisir d'être chef de foyer. En fait, un foyer monégasque ne peut pas choisir qui va être chef de foyer, me semble également dépassée et pour le coup anticonstitutionnelle, bien évidemment. Donc il faut y remédier rapidement. Alors j'ai bien conscience, et M. Valéry ne me contredira pas à ce sujet, que cela pose certains problèmes d'ordre pratique et technique. Mais néanmoins, au niveau des principes, ne croyez-vous pas qu'il faille avant tout se préoccuper de cette inégalité qui me semble fondamentalement injuste? Et finalement, la première des violences faites aux femmes n'est-elle pas celle de l'inégalité devant la loi? Ça, c'est une vraie question. Et nous devons peut-être passer au-dessus, et sans doute passer au-dessus de certaines contingences pour aller plus loin. C'est ce que je propose, c'est la vision prospective d'Union monégasque sur les sujets de société sur lesquels, incontestablement, nous avons non pas une, mais 2 ou 3 longueurs d'avance sur vous. Mais très bien, vous êtes de façon assez curieuse quelqu'un qui était un novateur et qui est devenu aujourd'hui un conservateur. Bravo, je crois que vous avez l'évolution de tout mon 68 art. Non, je crois que notre mouvement rassemble des monégasques de toute sensibilité, aussi bien des conservateurs que des réformateurs. Mais bien sûr, nous sommes pour le principe de l'égalité. Qui pourrait être contre? En tout cas, personne n'a priorité Monaco. Mais nous avons le sens des responsabilités, comme pour la question précédente. On ne promet pas des changements constitutionnels sur l'IVG sans savoir si c'est possible. Et donc, quelle est la position du prince sur ce sujet? On ne veut pas le mettre en difficulté. On ne promet pas, effectivement, en droit que les femmes puissent être chefs de foyer. Pourquoi? J'étais ministre de la Santé. Parce que ça ruinerait les caisses sociales. Parce que tous les couples mixtes, M. Grinda, les études le démontrent, des dizaines de millions d'euros, je vous explique. Les couples mixtes qui travaillent en France et à Monaco, il y en a des milliers et des milliers, choisiraient tous d'affilier soit l'homme, soit la femme au régime monégasque. Et nous baisserions de 30%. Voilà la vérité. Voilà un exemple où vous lancez dans des propositions sans penser aux conséquences de ce que vous dites. 30% de prestations familiales en moins, 30% de remboursements médicaux en moins. Donc nous avons la solution pragmatique pour les monégasques et seulement pour les monégasques. Nous compenserons la discrimination par une allocation compensatoire pour l'allocation familiale et pour le complément maladie. Voilà, c'est possible, c'est pragmatique et nous le ferons. Il y a quand même un avis, on va peut-être changer de débat en fait, et passer au cadre de vie. Oui, mais je pense qu'il faut répondre sur cette question parce que je crois que M. Valéry... Alors, on a beaucoup de thèmes à aborder, vraiment. Oui, mais enfin, M. Valéry, excusez-moi, vient de faire une charge légitime, mais quand même relativement violente, un procès en incompétence. Allez-y, très court. Sur lequel il faut quand même répondre. Monsieur Valéry, je n'ignore pas les problèmes que vous avez évoqués. Et votre solution, finalement, est de dire, bon, on va s'arranger entre nous, comme ça, chez nous, avec nos sous. D'ailleurs, qui était la formule de celui que vous avez soutenu il y a quelques années, en 2013, pour qu'il prenne la tête du Conseil national, je vous le rappelle. Mais ceci étant dit, il y a une solution peut-être encore plus simple que celle que vous évoquez, c'est de réserver cela non pas à tous les extérieurs qui viendraient, parce que ça, évidemment, c'est une chose absolument infaisable, mais tout simplement de le réserver aux monégasques et aux résidents. Il faut que sur ce territoire, il y ait une égalité de traitement entre les hommes et les femmes. J'attends votre réponse. Et vous ne pouvez pas, par exemple, prenez les caisses sociales, donc de salariés, vous ne pouvez pas créer une discrimination entre cotisants, entre membres de ces caisses, entre Français, monégasques, résidents non monégasques. Le premier recours d'un avocat vous fera éliminer, évidemment, rendre illégale votre décision. On ne peut pas dire qu'une femme, si elle est monégasque à la CCSS, peut être chef de foyer, mais une femme, si elle est française, peut pas. C'est pas possible dans le droit. Donc nous avons la solution, elle est pragmatique. J'invite les monégasques à lire notre programme.
elle est expliquée en Mais détail. qu'est-ce que vous racontez, monsieur Valéry? Une femme française qui habite en France, évidemment, elle sera sous le régime français. J'ai jamais dit l'inverse. Vous essayez de noyer le précédent. Vous jouez, écoutez, je vois beaucoup de choses dans ma vie, et notamment des gens qui jouent aux experts. Croyez-moi, j'en ai déjà fréquenté, donc je suis peu impressionnable. Je crois que sur ce terrain, nous avons une divergence. Et ce qui vous gêne, c'est que ce dossier, nous le portons depuis bien plus longtemps que vous. Vous avez été aux affaires sociales, vous avez été en charge de ce dossier. Entre autres, vous ne vous en êtes pas emparé. Maintenant, vous le faites. Bravo, très bien, je m'en réjouis. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas en permanence un procès en inconséquence et en incompétence qui est tout à fait ridicule. Vous êtes dans le rêve, dans des propositions irréalistes. J'essaie d'être dans les responsabilités et les conséquences de ce que je propose pour tenir d'ailleurs nos engagements. Messieurs, il y a un autre thème qui est quand même fondamental dans cette campagne, c'est le cadre de vie. Donc je pense que là, vous partagez pour le moins le constat qu'il y a une multiplication des chantiers, qu'il y a une circulation qui constitue un problème majeur à Monaco et qui dégrade la qualité de vie de la population. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le quotidien de la population sans handicaper forcément la croissance économique du pays, puisque ce sont des signes manifestes aussi de croissance du PIB? La qualité de vie s'est dégradée, je crois que tout le monde reconnaît, dans des proportions inacceptables. Ça fait partie de la vie des Monégasques et des résidents, de l'attractivité du pays. Donc nous voulons qu'un gouvernement fort, aiguillonné par un Conseil national fort, impose l'intérêt général aux promoteurs de ce pays. Je crois qu'il faut arrêter de sacrifier la qualité de vie des Monégasques sur l'autel de la promotion immobilière. Nous le disons, nous le dirons si nous sommes majoritaires au Conseil national, un petit peu moins de chantier, un petit peu moins de croissance immobilière, mais beaucoup plus de qualité de vie, de tranquillité, de droit à la tranquillité pour les Monégasques. Il faut arrêter les dérogations systématiques les week-ends et la nuit. Il faut imposer des normes beaucoup plus contraignantes sur les chantiers pour les isolations sonores. Avec le Conseil national fort que nous prônons à Primo, oui, nous le ferons. Bon, écoutez, j'étais pendant 5 ans président de la commission de l'environnement et du cadre de vie. C'est un domaine que j'ai pu apprécier lors de ces 5 années et j'en suis d'ailleurs très heureux. Évidemment, M. Valéry emboîte le pas de ce que je dis depuis 5 ans. Le bruit est une nuisance exceptionnelle en principauté, la multiplicité des chantiers, et je crois, moi, qu'il faut encore aller plus loin. Je crois qu'il faut penser vraiment à un droit à la tranquillité par quartier. Ce n'est pas difficile, c'est pas facile à obtenir, je le concède bien volontiers, mais je crois qu'il en va tout simplement de l'intérêt des Monégasques et des résidents. Car c'est toute la population monégasque qui est de la principauté, pardon, qui est atteinte par ces nuisances qui sont vraiment aujourd'hui insupportables. Monsieur Valéry, vous avez appartenu à ce gouvernement qui a laissé faire, incontestablement. Aujourd'hui, vous nous dites que c'est pas bien, mais pendant 7 ans, vous étiez aux affaires. Alors vous allez me répondre, ce n'était pas de mon domaine, mais vous parlez de quoi au Conseil de gouvernement? Vous parlez juste de ce qui vous concerne et le reste, on vous écoute pas. Concédez-moi qu'au Conseil national, nous sommes battus. Nous sommes battus pour le bruit, nous sommes battus pour les chantiers, nous sommes battus également pour l'usine d'incinération. Et quand je dis battu, j'étais vraiment seul à un moment donné avec mes 2 collègues Union Monégasque pour dire que cette histoire d'usine d'incinération était une chose absolument insupportable. Faire de l'incinération au centre-ville en 2018, à côté d'un nouveau collège, et pas loin d'un hôpital, bien évidemment, était quelque chose d'absolument absurde. Aujourd'hui, par la ténacité, et j'ai entendu les mêmes réponses pour l'usine d'incinération que celles que le gouvernement m'a servies pour le stade. Mais oui, c'est bien gentil, mais vous comprenez, on a pensé à tout ça avant vous, Monsieur Grinda, vous imaginez bien que nous, on a regardé en détail, et bon, vous êtes un doux rêveur. J'ai entendu le même discours que le vôtre, remarquez, c'est normal, vous faisiez partie de l'équipe à ce moment-là. Donc ils avaient ce discours avec moi. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'usine d'incinération? Eh bien, comme par hasard, quelque chose qui était arbitré, décidé, qui n'avait plus que 2 ans à vivre, se retrouve maintenant avec 10 ans supplémentaires. On a donc gagné 13 ans. 13 ans avec la ténacité du président de la commission environnement et de ses collègues Union Monégasque, rejoints petit à petit par des collègues, toutes tendances confondues, du Conseil national, qui se sont laissés convaincre par mon discours, qui était un discours très engagé, je le concède bien volontiers. Ce que nous voulons aujourd'hui, puisque, encore une fois, ça a été arbitré par le souverain, le traitement des déchets sera fait au même endroit, enfin, ou dans le même quartier. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'une recherche scientifique soit
commandées pour qu'elles nous permettent d'avoir un traitement des déchets révolutionnaire, exemplaire, et qui exclut, et que l'appel d'offres qui va être publié, parce que ça fait longtemps également qu'on en parle, on ne l'a jamais vu, c'est un peu l'arlésienne du Conseil national, cet appel d'offres exclut définitivement l'incinération en ville. Je crois qu'il en va de l'intérêt de tous et de la santé publique. Merci beaucoup Jean-Louis Grinda. Je rappelle, 19h42, on est en direct sur Radio Monaco, en direct également sur notre chaîne Radio Monaco officielle pour cet événement que vous suivez depuis 19h tout à l'heure. Une première ici en principauté, le débat entre 2 des 3 candidats à l'élection nationale qui va se dérouler dimanche prochain, dimanche 11 février. Vous pouvez répondre, Stéphane Valéry. Deux réponses à l'intervention de M. Grinda. Priorité Monaco. Une fois pour toutes, M. Grinda, je vous l'ai déjà expliqué, mais manifestement vous n'entendez pas, un gouvernement s'est organisé en département ministériel. Donc j'assume complètement le bilan du département des affaires sociales et de la santé pendant les 7 années où je l'ai dirigé. Mais un gouvernement, vous n'ignorez pas, c'est dirigé par un ministre d'État, qui en est le chef, et par d'autres conseillers qui ont d'autres responsabilités. Alors quand j'ai porté ma voix, et je ne pouvais pas la porter publiquement, car il y a une solidarité interne, évidemment, sur des sujets comme la qualité de vie où j'étais en désaccord, figurez-vous qu'on me rappelait que la qualité de vie ne relevait pas de mon département, que je n'étais ni le ministre d'État, ni le conseiller pour l'équipement. Voilà pourquoi, et pour beaucoup d'autres sujets, on en a déjà parlé, notamment tout à l'heure du logement, on parlera peut-être de l'extension en mer, voilà pourquoi je suis parti et j'ai démissionné. Donc c'est bien la preuve que j'avais des divergences, effectivement, dans ce gouvernement. Et je voudrais maintenant vous répondre sur l'incinération. Bien sûr que tout le monde aimerait, si c'était possible, avoir un jardin à la place de l'usine d'incinération, bien évidemment. Et là aussi, vous nous démontrez que vous êtes dans le rêve. Parfois, c'est bien de rêver. D'ailleurs, on peut avoir aussi des positions communes. Je vais y arriver. Mais la première position que vous avez prise, c'était de dire il faut délocaliser. Tiens, il n'y avait pas que le stade, il y avait aussi l'usine d'incinération. Juste un petit problème, M. Grinda. Avant de parler en politique, il faut quand même travailler ces dossiers et s'informer. Et il n'y a pas une commune française qui, malheureusement, peut-être, mais qui accepterait de brûler les ordures des résidents de la principauté. Donc vous êtes revenu aujourd'hui, évidemment, à une position plus raisonnable. Et moi, j'essaie toujours d'être dans le réaliste et le raisonnable, parce que je ne veux pas vendre du rêve à nos compatriotes. Jean-Luc Grinda, réponse rapide. Tant mieux si on peut supprimer l'incinération, tant mieux. En tout cas, on mettra le paquet, tous les moyens, si nous sommes élus, pour que l'usine soit la plus performante du monde. Tant mieux, mais ce n'est pas certain. Et aujourd'hui, attention de ne pas promettre aussi ce que la technologie ne pourrait pas donner. Jean-Luc Grinda, tête de liste Union Monégasque, je le rappelle. Oui, donc, vous avez démissionné du gouvernement, vous nous l'avez rappelé, avec un certain panache, évidemment, au mois de mai dernier, après 7 années pendant lesquelles vous avez visiblement avalé des couleuvres toutes les semaines. Ça, c'est votre problème, et les Monégasques jugeront. Maintenant, sur l'incinération et sur la délocalisation, je pense que là, c'est vous qui êtes très mal informé, car justement, en tant que président de cette commission, je me devais d'être très bien informé sur le sujet. Il y avait des solutions à l'extérieur qui permettaient d'incinérer beaucoup moins en traitant mieux et notamment en créant, dans l'arrière-pays niçois, dans la plaine du Var, en créant un centre de valorisation énergétique et organique qui permet de diviser par 2 les matières à combustible par la suite. Ceci rentrait parfaitement dans le protocole de Bâle. Ceci rentre dorénavant complètement dans les accords de Paris. Donc ne me faites pas encore le procès du doux rêveur, de celui qui ne sait pas de quoi il parle. Ce sujet, croyez-vous bien que si je l'ai porté pendant 5 ans, si je l'avais porté avec amateurisme, comme vous semblez le voir le dire, et je le regrette encore une fois, cette agressivité me semble un peu déplacée maintenant, eh bien on ne m'aurait pas écouté et l'usine, eh bien, mon Dieu, elle serait déjà finie. On aurait fait des fours à la place. Sauf qu'aujourd'hui, ces fours, c'est quelque chose qui est complètement nocif pour la population et qu'en plus, les détritus de la CARF ne viendront plus alimenter ces fours. Et nous en avions besoin. Donc tout ça, c'est une réflexion extrêmement globale qu'il faut mener sur le sujet. J'ai beaucoup travaillé tous ces projets, croyez-le bien, et je n'aurais pas obtenu le résultat que j'ai obtenu si je l'avais fait avec amateurisme, concédez-le moi. Merci beaucoup Jean-Louis Grinda. On va avancer un petit peu dans notre débat. On est ensemble jusqu'à 20h. Il reste encore 2 thèmes à aborder. Et si on veut aller jusqu'au bout, il va falloir qu'on avance, qu'on accélère un tout petit peu. Vous allez pouvoir prendre de l'avance sur justement ce dossier. J'ai quand même un peu de retard. Allez-y, très rapidement. J'aimerais quand même dire très rapidement 2 choses à M. Grinda, sinon c'est pas un débat. J'aimerais lui dire qu'il a été le champion quand même des formules lapidaires contre ses concurrents dans cette campagne. Je fais appel à la mémoire des Monégasques et je constate que dès qu'on exprime un avis qui n'est pas le sien, dès qu'on peut critiquer lui aussi ses positions, il voit ça comme de l'agressivité
agressivité. Alors regardez, je n'ai aucune agressivité. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais j'ai le droit d'exprimer des idées qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et ça ne s'appelle pas de l'agressivité, c'est un débat démocratique. Et puis, je n'ai pas l'habitude, effectivement, de déserter mes fonctions tant que je n'ai pas accompli les missions qu'on m'a confiées. Et effectivement, j'ai démissionné en mai 2017 car je tenais à aller au bout de la mise en place du télétravail que m'avait demandé le prince dans ce pays. Et je tenais à aller au bout du dépôt en mai 2017, vous pouvez vérifier, d'un projet de loi qui me tient à cœur d'aide à la famille. Donc je suis parti quand j'avais terminé mon travail et l'essentiel des missions que m'avait confié le prince. Comme je suis parti quand le prince m'a demandé de rejoindre son gouvernement après 7 années au Conseil national où j'avais terminé l'essentiel et tenu l'essentiel des engagements que j'avais pris envers les Monégasques. Merci beaucoup Stéphane Valéry. Nouveau thème à présent, la SBM, la Société des Bains de Mer. Refaisons de la SBM le fleuron économique et social de la principauté. Stéphane Valéry, vous êtes très critique envers la SBM. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer les résultats ? Oui, il y a de quoi. 130 millions de pertes cumulées depuis quelques années. Des jeux en crise avec de moins en moins d'employés de jeux, de moins en moins d'écoles de jeux, toute l'énergie, tous les moyens financiers qui sont mis dans le tout immobilier pour l'entreprise. Donc oui, si nous sommes majoritaires avec mon équipe de Priorité Monaco, nous demanderons au gouvernement de jouer son rôle stratégique, non pas comme le dit dans son programme M. Grenda, une immixtion politique, non, un rôle stratégique, celui de tout actionnaire majoritaire. Et il doit défendre l'intérêt général, le gouvernement. Nous lui demanderons de faire remettre les jeux au cœur de la stratégie et des priorités de l'entreprise. Nous lui demanderons de faire respecter la priorité nationale qui est foulée aux pieds dans cette entreprise, dans des proportions incroyables, qui vont jusqu'à la remise en cause du droit au travail, avec des articles 6, avec des mises à la retraite forcées, notamment dans les jeux de compatriotes qui n'ont pas commis de faute professionnelle. Donc oui, il y a beaucoup à faire et nous voulons, nous, avec un Conseil national fort, venir en aide à nos compatriotes de la Société des Bains de Mer. Monsieur Granda, lui, il les abandonne. J'ai votre programme sous les yeux. Vous êtes contre toute immixtion des élus. Donc, à quoi sert-on si on ne peut pas demander au gouvernement d'imposer une vision stratégique dans l'intérêt des Monégasques et de la principauté? Raphaël Brun, rédacteur en chef de Monaco Hebdo. Monsieur Granda, voilà, sur la SBM, vous avez un avis beaucoup plus doux, on va dire, que celui émis par Stéphane Valéry. Pourtant, effectivement, l'entreprise perd de l'argent depuis 5 ans, je crois 138 millions d'euros sur les 5 derniers exercices. Est-ce que vous ne pensez pas, malgré tout, qu'il faut améliorer les choses, tout secteur confondu? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des efforts à faire que l'entreprise doit absolument produire pour assurer son redressement? Oui, là, il est certain que quand on accumule des pertes comme ça, présentées de façon aussi brute, les choses ne vont pas bien, bien évidemment. Alors, je vais essayer de répondre point par point et faire un petit point historique quand même. Il faut constater quand même que la SBM est une dame un peu âgée, avec un secteur hôtelier un petit peu vieillissant, et le secteur des jeux de table, qui est le cœur historique de la SBM, nous en sommes tous d'accord, qui décline d'année en année. Et on pourrait s'étonner de ce déclin. Et on constate qu'effectivement, la principauté, peut-être, il y a 15-20 ans, ne s'est pas armée suffisamment vite pour anticiper ce déclin. Aujourd'hui, nous sommes face à ça, et c'est un vrai défi pour le directeur des Jeux, qui est un Monégasque, on peut s'en réjouir, et pour le directeur général, le président délégué, qui est également un Monégasque. Donc moi, je pense que je suis content de savoir qu'il y a 2 compatriotes qui s'occupent de ce problème qui concerne tous les Monégasques. Maintenant, ne vivons pas dans le passé. Ça, c'est encore une grande différence entre vous et moi, Monsieur Valéry. Ne vivons pas dans le passé. Il faut impérativement que la SBM se diversifie. Il n'y a pas que dans les pays en voie de développement que la monoculture est dangereuse. C'est également valable pour la SBM. Vouloir tout centrer sur les jeux de table, aujourd'hui, ne serait plus suffisant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les relancer et de faire le maximum là-dessus. C'est vrai que les résultats tardent à se faire attendre. Mais il faut également avoir des moyens pour aider globalement cette société. Premièrement, le vecteur immobilier qui sort de terre, que tout le monde peut voir, va sans doute rapporter beaucoup d'argent à la SBM et nous espérons la remettre à flot rapidement, par les mètres carrés, par les magasins qui ont déjà tous loué les espaces dans ce nouveau quartier Monte-Carlo One. Ça, c'est une chose très importante. Mais au-delà de ça, l'actif immobilier également Hôtel de Paris va ressurgir, donc va reconnaître une période plus favorable. Donc ça, je pense que c'est bien. Maintenant, je crois que le cœur du sujet, c'est de ne pas se contenter de dire la SBM, c'est ici et nulle part ailleurs. Au contraire, c'est une société, nous le pensons, à Union Monégasque, qui doit se développer sur l'extérieur. Stéphane Valéry, rapidement, répondez.
Oui, donc M. Granda, je le constate, a une vision quand même très simpliste du monde. Donc il est l'avenir, je suis le passé. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est quand même un peu manichéen. Moi, je prétends au contraire que l'avenir de la SBM, M. Granda, c'est justement de relancer enfin les casinos et tous les jeux d'ailleurs, les appareils automatiques comme les jeux américains et les jeux européens. C'est le cœur de métier de l'entreprise. Il y a un potentiel considérable, encore faut-il, et c'est ce que nous demanderons, que les services marketing soient considérablement renforcés, qu'on aille chercher des grands responsables, des gens qui ont fait leurs preuves dans le monde des casinos internationaux, qu'on y mette les budgets nécessaires, bref, que dans la stratégie des dirigeants, oui, l'avenir des jeux soit la priorité, car ce sont les jeux, et seulement les jeux, qui offriront à nos enfants, aux compatriotes d'aujourd'hui, aux employés de jeux, mais demain à nos enfants, de nombreux emplois bien rémunérés. Ce n'est pas, évidemment, ce n'est pas l'immobilier, où il n'y aura guère que quelques emplois subalternes qui seront proposés. Alors, je voudrais je veux répondre à ça. C'est important, la SBM. Monsieur Valéry, vous concédez que c'est un sujet très important entre nous. Donc, il faut aller rapidement. Il faut aller 19h53. Écoutez, le temps file, mais nous avons un débat, il faut en profiter. Donc, il reste encore 2 thèmes. Vous avez tout à fait raison. C'est le cœur historique, mais justement, dans historique, ça dit bien ce que ça veut dire. Il faut que la SBM exporte son savoir-faire et crée le plus loin possible, vendre ses marques, par exemple, franchise. Et ainsi, nous aurons un développement de l'emploi, non seulement en principauté, mais à l'extérieur, avec des jeunes qui pourront se former également à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait quand on a fait rentrer les 2 nouveaux actionnaires, LVMH et le groupe Galaxy. Je crois que la SBM, et ça serait une critique dans ma bouche ce soir, ne va pas assez loin dans le développement extérieur de ces marques. Voilà, ça c'est une chose certaine. Maintenant, je crois, Monsieur Valéry, que, sans parler de manichéisme, on ne peut plus aujourd'hui compter exclusivement que sur les jeux pour développer l'emploi des jeunes monégasques en principauté de Monaco. On va parler à présent aux centaines même de fonctionnaires monégasques qui nous regardent, qui nous écoutent sur Radio Monaco et qui nous regardent sur YouTube en streaming en direct sur notre chaîne Radio Monaco officielle, la fonction publique qui emploie 1500 monégasques, ce qui fait évidemment de l'État le premier employeur des salariés monégasques, fonction publique qui doit évoluer avec son temps là pour le coup, vous êtes d'accord tous les deux. Et on va commencer par évoquer la retraite des monégasques avec vous, Milena Radovan, rédactrice en chef, je le rappelle, à l'Observateur de Monaco. Donc, parmi les nombreuses mesures qui concernent les fonctionnaires et agents de l'État, il y en a une qui est vraiment primordiale, c'est la sécurisation du système de retraite de ces fonctionnaires, justement. Vous souhaitez tous les deux créer une caisse autonome sur le modèle, grosso modo, de la Caisse autonome des retraites du secteur privé. Qu'est-ce qui vous différencie sur ce thème? On va peut-être poser la question à Valéry, qui a un petit peu de retard encore, qui va pouvoir combler justement. D'abord, nous avons aussi des points communs d'analyse, car quand nous avons raison, ou quand M. Renda a raison, je ne vois pas pourquoi, évidemment, je prendrais des positions opposées. Donc, tant mieux si nous nous rejoignons parfois sur des grands sujets. C'est un vrai enjeu, la retraite des fonctionnaires, et c'est le prochain mandat, effectivement, qui va être décisif. Le ministre d'État ne s'est pas caché à plusieurs reprises dans des déclarations qu'il souhaitait faire des économies, que ce système, d'après lui, coûte trop cher. Il l'a dit dans des conférences de presse, dans des interviews, il l'a dit dans des réunions de chefs de service. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, Union Monégasque, M. Robillon était en pointe sur ce sujet, poussé pour aller vite, c'est-à-dire clairement à l'époque. Et je m'y suis opposé dans des débats au Conseil national en interne pour pousser pour faire des économies. Ça veut dire remettre en cause notamment les 3 classes qui sont données lors du départ à la retraite, c'est-à-dire calculer non plus sur les 6 derniers mois, mais peut-être sur 10 ou 20 ans, le montant de la future pension des retraités. Et à cela, je m'y suis opposé, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne suis plus au gouvernement. C'était une position officielle, ça parce que... Écoutez, il y a eu des conférences de presse, il y a eu des déclarations et des interviews, il y a eu le club de la presse avec le ministre d'État. Il est vrai qu'il est silencieux depuis plusieurs mois sur ce sujet, je pense qu'il attend le résultat des élections, et le meilleur moyen, je veux m'adresser à mes compatriotes fonctionnaires, le meilleur moyen d'être certain qu'il n'y aura pas d'économie faite sur le dos des futurs retraités, c'est de voter effectivement pour un Conseil national fort que j'appelle de mes voeux avec Primo. Donc aujourd'hui, nous partageons avec M. Granda la même volonté, oui, de sécuriser la retraite des fonctionnaires en créant un fonds de retraite des fonctionnaires qui va permettre justement d'assumer le paiement de ces retraites dans les prochaines décennies. Jean-Luc Granda. Il n'a jamais été question de rogner en quoi que ce soit sur la retraite des fonctionnaires. Jamais, jamais. Écoutez, depuis que je suis au Conseil national, je ne l'ai pas entendu dans la bouche d'un
de mes collègues Union Monégasque. Donc ça, c'est une fantaisie de votre part, mais ça, c'est pas grave. Nous sommes d'accord sur le sujet, sauf que nous l'avons proposé avant que vous vous réveilliez, M. Valéry, car votre proposition, elle date d'aujourd'hui, maintenant. Eh bien, si, c'était un fait. Vous pouvez vous reporter aux séances publiques du Conseil national. Nous avons évoqué ce sujet, et vous, en tant que conseiller de gouvernement pour les affaires sociales, je ne vous ai pas entendu, j'ai pas entendu un avis positif de votre part à ce sujet. Donc aujourd'hui, tant mieux, vous nous rejoignez. Vous êtes d'accord qu'il faut faire cette caisse de retraite autonome des fonctionnaires. Il ne faut rien changer au statut des fonctionnaires, à leurs conditions de départ à la retraite. Il faut sécuriser. Mais pour sécuriser cette retraite des fonctionnaires, il va falloir beaucoup d'argent, car aujourd'hui, c'est entre 70 et 80 millions par an qui sont, je le rappelle, financés au fil de l'eau sur le budget de l'État. Mais demain, avec la pyramide des âges, qui augmente bien évidemment, avec les départs à la retraite parfois qui se font plus tôt, par la vie tout simplement, eh bien tout ça va coûter beaucoup plus cher. Donc il va falloir au minimum sécuriser en plusieurs années, voire peut-être 2 décennies, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais au moins 1,5 milliard d'euros, 1,5 milliard d'euros pour pouvoir dégager les sommes nécessaires au paiement assuré de la retraite des fonctionnaires pour que celle-ci ne soit plus dépendante du budget de l'État et soit protégée. Il est presque 20h, on va aborder ensemble le dernier débat, la dernière thématique. Un tout petit mot, je suis un peu en retard, je vois. Donc oui, j'ai fait voter une loi. Le Prince m'avait confié la mission d'assurer la sauvegarde du régime de retraite des salariés. Car M. Granda, là encore, vous ne connaissez pas l'organisation du gouvernement, ou vous faites semblant. La retraite des salariés, c'est la direction du travail, c'est le privé, ça dépendait de mon département. Je l'ai fait, la loi de 2012 a préservé la retraite pour de nombreuses années des salariés. Mais la fonction publique, ça relève du ministre d'État. Et donc, ce n'est pas une question qui pouvait être traitée par le département des affaires sociales. Donc, et oui, j'ai dit que je ne souhaitais pas que cette réforme se fasse en faisant des économies sur les retraites futures des fonctionnaires. C'est une garantie que je prends avec Priorité Monaco, avec mon équipe. Nous n'accepterons aucun recul, ni sur les 3 classes, ni sur le nombre de mois servant à calculer. Et nous sommes d'accord aujourd'hui, donc globalement, avec M. Granda. Il s'agit de prendre une partie des actifs du fonds de réserve pour les placer dans ce fonds de retraite des fonctionnaires. Notamment, je pense que le montant devrait être évalué par une étude sérieuse d'actuaires que nous n'avons pas encore. Et ensuite, cette caisse sera alimentée par les cotisations des fonctionnaires, par enfin les cotisations de l'État employeur qui n'a jamais cotisé jusqu'à ce jour, et par les produits du fonds de réserve. Et peut-être au début, pour équilibrer les comptes, par une partie du budget, donc une ligne budgétaire. Milena Radovan, allez-y. Vous prendre le même genre d'engagement, justement ? Oui, je prends le même genre d'engagement. Je prends tout à fait l'engagement de ne pas toucher aux retraites et au contraire de les sécuriser, car si vous votez Union Monégasque, c'est une priorité que nous aurons pour notre prochaine mandature. Mais encore une fois, j'observe que vous ne voulez jamais, je comprends très bien cette réponse, vous ne voulez jamais être mis en cause en quoi que ce soit, c'est toujours les autres, c'est les ministres d'État, c'est pas vous. Écoutez, moi mettez-moi en cause sur mon bilan aux affaires sociales et à la santé, très volontiers, je suis prêt à vous répondre. Mais écoutez, monsieur, ça fait partie, me semble-t-il, quand même un peu de vos préoccupations. On ne peut pas dire, je suis un ardent défenseur du logement des Monégasques et laisser faire, comme vous l'avez fait, cette extension en mer, que moi, par exemple, j'ai voté. Je peux en parler. Mais parlons-en. Oui, tout à fait. Merci. Alors, j'ai votre déclaration le soir du vote. Mais Monsieur Granda, le 28 juin. Ça vous ennuie 2016. si je fais ce que j'ai à dire, parce que c'est. Vous nous dites. Allez-y. Tant qu'à citer du Granda dans le texte, je pense que je vais mieux faire que vous. Je suis là pour obéir à ceux qui animent ce débat. Donc, je disais que toujours vous abritez dans c'est pas moi, c'est l'autre. Que n'avez-vous démissionné ? Moi, si je suis pas d'accord avec quelque chose, je m'en vais. Et alors donc, j'en constate que c'est toujours plus beau demain. Avec vous, ça sera plus beau demain, mais que l'avez-vous fait avant ? Cela dit, nous sommes d'accord sur les moyens de résoudre ce problème de la retraite des fonctionnaires. Et je constate que nous avons, à Union Monégasque, été proactifs et que nous portons ce dossier depuis fort longtemps. Et concernant l'extension en mer, donc Stéphane Valéry. Oui, alors je crois que j'ai avoir fait beaucoup de choses quand j'étais président du Conseil national. Les Monégasques jugeront. Avoir fait beaucoup de choses quand j'étais effectivement conseiller aux affaires sociales. Mon bilan parle pour moi, mais les Monégasques là aussi jugeront. Par contre, oui, j'ai fait entendre aussi ma voix à l'intérieur du gouvernement sur l'extension en mer. Et vous, par contre, vous avez voté cette loi, je vous cite, donc le 28 juin 2016, Monsieur Granda, donc publié au journal officiel, je vais voter cette loi avec un enthousiasme certain. Eh bien, permettez-moi de vous dire
que jamais, si je suis président du Conseil national avec une majorité de primo, jamais plus, nous ne voterons une loi de désaffectation d'un important, alors là, domaine maritime, mais c'est vrai aussi pour des terrains publics, sans qu'il y ait une importante contrepartie pour le logement des monégasques, pour des bureaux, pour des commerces. Parce que la réalité, c'est que vous avez voté une loi, et bien malheureusement, cette loi, elle ne prévoit rien pour les monégasques sur une extension de leur pays. Vous en portez la responsabilité. Je ne l'aurais pas voté, je ne voterai jamais ce genre de loi demain si on était amené à être majoritaire, car on peut amender. Pourquoi ne pas avoir essayé? Il y a un droit d'amendement au Conseil national. Pourquoi ne pas avoir essayé de le faire? Et voilà, et donc oui, effectivement, ça n'échappera à aucun monégasque. Je suis parti du gouvernement, il y avait des choses très bien que j'approuve, et puis d'autres que je désapprouve. Et donc moi, j'ai démissionné. Je crois que c'est ça ma légitimité aujourd'hui. Vous ne pourrez pas me le reprocher. Et j'ai choisi le moment, parce que je voulais terminer mon travail, effectivement. Je ne déserte jamais les postes que j'occupe. Jean-Louis Grinda, vous pouvez répondre, vous avez une minute. Bien, écoutez, évidemment, cette question de l'extension en mer est une question extrêmement délicate. Je vous rappelle quand même, Monsieur Valéry, que c'était vos amis qui étaient à la majorité avec Horizon Monaco. Bah si, l'UP était à la majorité, et le président de la commission de logement est Monsieur Kuki, qui est quand même un de vos proches, quelqu'un que je salue ce soir et que j'estime tout particulièrement. Évidemment, tout le monde a accepté ça, mais l'affaire a été tellement malmenée par le Conseil national et par son président de l'époque et le docteur Jacques Ritt, qui avait confisqué ce débat sans jamais informer bien la minorité, que les compensations ont été très très mal négociées. Et nous nous sommes battus avec M. Robillon et avec M. Pasquier, tous les trois, pour aller essayer de chercher de meilleures compensations. Nous sommes allés voir tout le monde avec des propositions très concrètes. Mais évidemment, nous étions minoritaires. Pourquoi vos troupes, à ce moment-là, ne nous ont pas rejoints pour se battre avec nous, pour ce juste combat? Car là, vous avez raison, c'est un juste combat. Il n'était pas question de mettre du domanial sur cette extension en mer. Il n'en a d'ailleurs jamais été question. Mais nous aurions pu et nous aurions dû, et j'insiste bien là-dessus, obtenir davantage. Ça, c'est une chose certaine. Stéphane Valéry, à vous. Et moi, je n'assume qu'une chose, c'est mon bilan. Je n'assume qu'une chose, c'est ce que propose aujourd'hui Priorité Monaco, et j'en suis bien sûr responsable. Si nous sommes élus, nous tiendrons les engagements que nous prenons. Je n'étais évidemment pas au Conseil national à cette période, et il ne relevait pas de mon rôle de m'immiscer dans les décisions des élus du Conseil national. Ils assument leur vote, et ils sont les seuls à l'assumer. Il est 20h04, vous avez presque le même temps de parole, on va pouvoir évoquer ensemble sereinement à 20h04 le dernier thème, la dernière thématique de ce débat entre vous, Stéphane Valéry, tête de liste, je le rappelle, primo Priorité Monaco, et Jean-Louis Grinda, tête de liste de l'Union monégasque. On va évoquer ensemble le rôle des institutions et notamment du Conseil national. Jean-Louis Grinda, vous voulez redonner à Monaco un Conseil national fort. Ah non, c'est monsieur. Je suis désolé, c'est monsieur Valéry en face de moi qui veut redonner au Conseil national un Conseil national fort, mais allez-y. Alors justement, Stéphane Valéry, voilà, vous parlez beaucoup de Conseil national fort. Comment faire pour peser davantage? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élus qui se plaignent régulièrement de ne pas être suffisamment écoutés par le gouvernement. Si vous êtes élu, pourquoi est-ce que vous pèseriez plus que les autres? Et comment faire? Il faut d'abord, bien sûr, avoir la volonté politique, avoir une majorité forte, avec un vrai programme, une vraie vision politique. Mais c'est tout simplement l'esprit de nos institutions. Ce n'est pas ce qui se passe depuis quelques années, mais ce n'est pas ça l'esprit de nos institutions. L'esprit de nos institutions, c'est un Conseil national qui utilise toutes ses prérogatives constitutionnelles, rien que ses prérogatives, mais toutes ses prérogatives. Le Conseil national est le co-législateur. Aucune loi ne peut être votée dans ce pays sans une majorité d'élus pour le faire. Et le débat budgétaire, M. Grinda nous demande toujours l'amendement budgétaire, mais je crois avoir prouvé de 2003 à 2010 qu'on peut peser sur beaucoup de décisions importantes du gouvernement sans droit d'amendement. D'ailleurs, le débat sur la loi de budget, tous les ans, permet d'aborder toutes les politiques publiques, puisque toute politique publique est financée par une dépense publique. Donc le Conseil national peut peser lourdement s'il est fort et s'il a une volonté, s'il a peut-être aussi un leadership qu'il avait perdu. Ceci, c'est tout simplement revenir à l'esprit de nos institutions. C'est nécessaire pour les Monégasques, pour remettre leurs préoccupations au cœur des décisions qui les concernent, mais c'est utile à tous, à nos institutions et au prince souverain, qui, je le répète, sera plus fort aussi, avec deux visions pour pouvoir arbitrer entre son gouvernement et son peuple à travers ses élus. Concrètement, c'est quoi la solution?
La solution, c'est de voter de pour ne pas Priorité voter le budget, Monaco et de nous donner une Non, très mais- large majorité pour que nous soyons forts et légitimes pour faire appliquer notre projet que nous avons élaboré avec l'ensemble des Monégasques. Jean-Luc Gradach, j'étais trop pressé tout à l'heure de vous Jean-Luc poser la Gradach, question. Vous avez une proposition. Alors, au départ, effectivement, c'était l'amendement budgétaire. Et puis après, vous m'avez dit, finalement, on oublie ça, mais par contre, je veux voir toutes les dépenses et toutes les recettes. Oui. Et ça, c'est une manière de peser aussi. Oui, enfin, écoutez, là, je pense qu'on a vraiment, et c'est bien qu'on termine le débat là-dessus, une façon de voir les choses radicalement différente avec M. Valéry. C'est certain. Conseil national fort, pour quel résultat? Face à un gouvernement faible, peut-être c'est ce que vous rêvez, mais bon, moi, je ne vois pas les choses de la même façon que vous. Monsieur Valéry, je vous fais ici la reconnaissance d'une chose importante. Vous avez souhaité, vous êtes souvent exprimé sur la professionnalisation du métier d'homme politique en principauté, et notamment du président du Conseil national, du vice-président, des 4 présidents de commissions permanentes. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux, sauf que j'étais là, c'était au Club de la Presse, c'était il y a un an, il y avait à peu près 80 personnes. Je comprends bien que ce soit un débat qui soit intéressant, je vous le laisse bien volontiers, mais ça serait une dérive totale de nos institutions. Nous serions en train de glisser, si l'on vous suit, vers un parlementarisme accru à la française ou dans les pays équivalents, et surtout nous passerions d'une monarchie constitutionnelle à une monarchie parlementaire. Et c'est ceci que nous voulons à tout prix éviter. Alors, je crois que vous souriez avec, comme d'habitude, un petit peu de dédain en disant « mais j'ai jamais dit ça, je ne l'ai jamais pensé ». Mais moi, je vous ai entendu, je vous ai lu plusieurs fois. C'est un sujet qui vous tient à cœur et je comprends que ça vous tienne à cœur. Ça, je peux parfaitement l'accepter. Mais je pense que cette dérive institutionnelle serait dramatique pour le pays. C'est ce que vous défendez. Mais c'est ce que vous défendez, monsieur Valéry, même pas forcément dans les paroles, mais dans votre programme. Parce que ce programme, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de gouvernement bis, tout simplement. Or, le Conseil national n'est pas là pour être un gouvernement bis. Il est force de proposition et il est surtout co-législateur et force de contrôle. Et notamment en matière budgétaire, et je reviens à la question, il y a une chose que nous n'aimons pas avec nos amis, c'est que la Constitution n'est pas respectée, que l'on n'y voit pas toutes les dépenses et toutes les recettes. Prenez l'exemple de Testimonio 2, elle est inscrite pour quelques centaines de milliers d'euros dans le budget de l'État, mais en aucun cas on y voit le fait qu'on a vendu des mètres carrés et qu'on va recevoir en échange quelque chose d'autre. Il n'y a pas de vérité dans les comptes. Donc je ne dis pas que les gens sont malhonnêtes, je dis que le budget de l'État doit refléter la politique et comment voulez-vous qu'on s'y retrouve à l'extérieur ou à l'intérieur si on ne sait pas que ce qu'il y a dans le budget de l'État est exact et complet. Ça, c'est notre position. Stéphane Valéry, la réaction au propos de Jean-Luc d'abord, Gradach. sans changer la Constitution, n'est-ce pas, j'ai été quand même élu 2 fois président du Conseil national, en 2003 puis en 2008, et tout en respectant profondément le prince, à tel point d'ailleurs qu'il m'a proposé de rentrer dans son gouvernement. Vous pensez, comme on aurait proposé à un méchant qui veut déstabiliser les institutions de rentrer dans le gouvernement du prince. C'est le prince lui-même qui me l'a proposé. J'ai prouvé qu'on pouvait obtenir beaucoup avec un conseil qui a une vraie vision politique et qui est fort. On a obtenu près de 1000 logements domaniaux d'un gouvernement qui n'en voulait pas. On a obtenu le CHC dans les domaines, donc la possibilité d'acheter son appartement, cette propriété aménagée, de la part d'un gouvernement qui n'en voulait pas. Sur la professionnalisation, Monsieur Grinda, s'il vous plaît, jugeons-nous sur nos programmes. Arrêtons de faire parler les autres sur des déclarations. Je ne suis engagé que par le programme avec toute mon équipe de Priorité Monaco. Nous sommes contre, je le redis, la professionnalisation des élus. Dans un pays de notre taille, il est très bien que les élus soient insérés dans la vie sociale à travers un travail. Par contre, j'assume que le président du Conseil national doit se consacrer à temps plein aux Monégasques, au pays. Il doit les recevoir, les écouter. On l'a dit tout à l'heure, vous trouvez que c'est un bureau d'aide sociale. Moi, je considère que ça fait partie du rôle normal. La porte doit être ouverte pour les Monégasques qui ont des requêtes légitimes. Il doit être le premier interlocuteur du ministre d'État. Évidemment, il doit présider les séances du Conseil national, préparer les projets de loi et les propositions de loi. Oui, c'est 80 heures de travail par semaine pour être efficace. Mes successeurs ont fait un autre choix. On a vu le résultat. Je ne vois pas comment, et c'est notre différence, M. Grinda pourrait, en cumulant les fonctions qui sont les siennes aujourd'hui, se consacrer à temps partiel de temps en temps à cette fonction et réussir. Donc oui, nous n'avons pas effectivement la même vision du rôle du président, mais
Ce n'est absolument pas contraire aux institutions. Bien au contraire, si le Conseil national joue son rôle avec un président présent et disponible, ça sera beaucoup mieux, bien sûr, pour les institutions, pour leur fonctionnement et pour le prince. Monsieur Granda, allez-y. Oui, alors encore une fois, Monsieur Valéry me reproche d'avoir des activités professionnelles dont je peux m'enorgueillir et dont je crois que tout le monde peut être plus ou moins satisfait. Il est évident que quand on accède à des fonctions pareilles, on doit faire le ménage dans son emploi du temps et se consacrer à cette fonction-là, bien évidemment, la majorité du temps, mais pas full-time. Pourquoi ? Parce que, évidemment, dans mon esprit, le président du Conseil national, qui fait beaucoup de choses, doit rester dans la réalité, doit rester dans le monde du travail. Donc vous garderez vos fonctions? Je ne garderai pas mes fonctions à l'Opéra de Monte-Carlo, je l'ai déjà déclaré, et faire des mises en scène à l'étranger quand on est président du Conseil national, je crois qu'il faut complètement oublier ça également. Donc revenons aux fondamentaux. Moi je crois que... Vous serez donc à temps plein, alors écoutez, président comme moi, donc nous sommes d'accord. Oui, alors. Enfin, comme vous, ça m'étonnerait. Mais en attendant, peut-être moi je fais 80 heures par semaine. Ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Pour des tas de raisons. Ce que j'ai à dire maintenant me semble important. Vous vous cachez maintenant derrière votre programme. Moi, je vous ai entendu, Monsieur Valéry, comme beaucoup d'autres gens, comme les journalistes, proférer ces désirs de professionnalisation, comme vous l'avez. Enfin, non. Bon, très bien. Répondez, Monsieur Valéry. Écoutez, on a le droit d'avoir des idées, de réfléchir, et puis un jour on décide et on assume ses décisions. Donc je répète, nous ne sommes engagés que par le programme et je m'engage devant les Monégasques qu'il n'y aura pas, si nous sommes élus, de professionnalisation des élus, nous ne le demanderons pas. Par contre, le président souffrait qu'il ne soit pas le seul dans ce pays à n'avoir aucune couverture retraite et aucune couverture maladie. Je pense que tous les Monégasques le comprendront, ça me semble normal qu'il ait un statut, c'est tout. Ben, écoutez, moi je vous propose d'avoir un emploi à côté, ça sera votre problème de couverture maladie sera réglé. Mais dans ce cas-là, on pourra plus se consacrer aux Monégasques. Si vous permettez, je vais essayer de me consacrer 2 secondes. Vous vous abritez derrière ce programme, Conseil national fort, qui cache tout ce que je dénonce, effectivement. Et ça, c'est vraiment un grand mal pour la principauté, et c'est pour ça qu'il était important que ce soir, que ce soit mis en éclairage. Le gouvernement, Monsieur Valéry, n'est pas là pour appliquer le programme du vainqueur des élections. Vous êtes d'accord ? Que ce soit Primo ou que ce soit Union Monégasque. Je préfère que ce soit Union Monégasque. Ou Horizon Monaco, on rappelle qu'il y a une 3e liste, ici, Béatrice Fresco-Rolfo, qui viendra ici sur ce plateau mercredi matin. Donc, pour aller de l'avant de cette discussion, c'est une donnée de notre Constitution. Il n'est pas là pour appliquer votre programme ou notre programme. Donc, par contre, nous avons un devoir d'impulsion auprès de lui. Et vous voulez faire un gouvernement bis. C'est quelque chose de fondamentalement inquiétant, dangereux. C'est une dérive des institutions. Et je vous annonce que si vous parvenez à cela, en moins de 2 ans, nous aurons une crise institutionnelle et c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. Mais pas du tout. Notre programme est simplement en phase avec les besoins des Monégasques, avec leurs attentes. Il a été élaboré avec des centaines d'entre eux. Je crois que ce n'est pas forcément le cas, effectivement, du vôtre. Vous disiez un jour que vous l'aviez élaboré en revenant d'un avion qui vous ramenait d'Asie. Je crois que j'ai lu ça dans la presse. Non, mais le Conseil national, M. Granda, n'est pas là pour enregistrer simplement la volonté et les décisions du gouvernement. Vous avez raison. Vous avez participé pendant 5 ans à une chambre d'enregistrement. Il est clair qu'avec nous, ça sera un partenaire égal, fort, qui fera respecter son droit. Je répète, la loi, c'est l'accord des volontés. La décision du budget, c'est le pas vers l'autre. C'est dans cet état d'esprit consensuel que j'ai travaillé pendant 7 ans avec un certain résultat. Les Monégasques jugeront encore, je le dis. Et c'est dans cet état d'esprit qu'avec Priorité Monaco, nous travaillerons si nous sommes majoritaires. Messieurs, il est 20h15. On arrive au terme de cette émission, de ce débat qui, je le rappelle, opposait 2 des 3 candidats à l'élection nationale. Scrutin qui va se dérouler dimanche prochain, dimanche 11 février. Stéphane Valéry, tête de liste Primo, Priorité Monaco, et Jean-Louis Granda, Union Monégasque. Messieurs, vous avez 2 minutes chacun pour conclure. Et selon le tirage au sort qui a été effectué, c'est vous, Jean-Louis Granda, qui devez vous lancer en premier. Vous avez c'est avec plaisir que je me lance en premier. Je tiens bien évidemment avant tout à vous remercier d'avoir organisé ce débat qui me semble un bon moment dans la vie démocratique monégasque. Et je crois que les gens, effectivement, ce soir, peuvent se faire une idée des personnalités qui prétendent accéder au poste de président du Conseil national, mais pas seulement, parce que nous sommes nous-mêmes des personnes individuelles, mais nous avons derrière nous des équipes, et je tiens ce soir à rendre un chaleureux hommage à tous ceux qui m'accompagnent. Et j'aimerais parler aux Monégasques. Je crois que ce soir, vous avez pu voir non seulement 2 hommes très différents. Je pense qu'un homme est plus ancré dans la modernité, c'est incontestablement moi,
face à un homme d'expérience qui est certainement un homme estimable, mais qui a une vision qui ne correspond pas au Monaco que je souhaite pour demain. Donc j'invite les Monégasques que nous avons écoutés, que nous entendons et que nous continuerons d'entendre, à nous rejoindre dimanche prochain pour ces élections et à voter liste entière Union Monégasque. C'est un pari difficile. J'ai démarré cette compétition à la fin du mois de juillet dernier. Et puis aujourd'hui, nous arrivons dans la dernière semaine. J'espère ce soir avoir pu développer les arguments qui sauront vous convaincre. Il y a des programmes à étudier et je pense que les Monégasques peuvent le faire en toute connaissance de cause maintenant. Il y a des personnalités qui s'opposent et il y a une liste composée de gens qui sont ancrés dans le XXIe siècle et qui souhaitent à tout prix convaincre les Monégasques que voter Union Monégasque la semaine prochaine, dimanche prochain, ça sera le bon choix. Merci beaucoup Jean-Louis Grinda. À vous, Stéphane Valéry. Oui, je voudrais en conclusion m'adresser directement à mes compatriotes. Dimanche, c'est un moment important. Vous pouvez, Monégasques, et participer à l'écriture d'une page importante de l'histoire de votre pays. Ce mandat sera décisif en matière de traité avec l'Union européenne et nous sommes au moins d'accord sur un point, c'est pour dire que rien ne sera plus comme avant selon que ce traité soit signé ou ne soit pas ratifié par la principauté. Nous avons le devoir de voter. Je vous demande de participer en masse à ce scrutin, d'abord pour témoigner de l'attachement que vous avez envers votre pays et envers nos institutions, mais aussi pour que votre prochain Conseil national soit légitime. Donc pour cela, il faut qu'il soit élu avec une forte participation. Je voudrais dire que j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe formidable de 23 hommes et femmes de tout âge, représentatifs de l'ensemble de la communauté nationale. Nous sommes les seuls à travailler depuis de nombreux mois ensemble. Nous vous avons présenté cette équipe déjà le 22 novembre. Nous sommes une équipe soudée qui a préparé avec les Monégasques le projet que nous soumettons à votre vote. Nous sommes les seuls à vous donner la garantie que le logement sera de nouveau la priorité nationale, que l'Europe ne sera pas effectivement ratifiée dans son traité si les droits des Monégasques ne sont pas préservés. Nous sommes les seuls à vouloir refaire des Jeux la priorité à la SBM. Nous sommes les seuls avec un Conseil national fort qui protégera les fonctionnaires contre les économies que certains veulent faire sur leur dos, donc sur le régime de retraite. C'est pour toutes ces raisons, pour la qualité de vie, on en a parlé aussi, que je vous demande de voter massivement pour la liste entière Priorité Monaco. Vous aurez ainsi un Conseil national fort qui remettra vos préoccupations, vos attentes au cœur des débats et des décisions des prochains mois et des prochaines années. Voilà, donc le scrutin qui aura lieu dimanche. Merci beaucoup. Et je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir en direct sur ce plateau de Radio Monaco. Je rappelle que la troisième candidate à ces élections, Béatrice Fresco-Rolfo, tête de liste Horizon Monaco, sera elle aussi en direct sur ce plateau. Ce sera mercredi matin pour réagir à cette émission. Merci à Milena Radoman, rédactrice en chef de l'Observateur de Monaco, et à Raphaël Brun, rédacteur en chef de Monaco Hebdo. Merci à vous qui nous avez suivis en direct sur Radio Monaco et en streaming vidéo également sur notre page YouTube. Et merci aux équipes techniques qui sont juste derrière, sans qui on n'aurait pas pu faire cette émission. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver évidemment ce débat en replay, en podcast sur notre site radio-monaco.com. Très belle soirée. Moi, je vous retrouve demain dès 7h avec Camille Chapuis.